Je vais vous parler de la société et comment parler des nanotechnologies dans la société. Je vais vous présenter quelques idées, quelques problèmes principaux, dont trois principalement. Tout d'abord, l'intérêt général dans les aspects éthiques, juridiques et sociaux. C'est ce qu'utilise le gouvernement américain et l'Union européenne. Et ensuite, ce que peuvent faire les nanosciences, ce qui est faisable dans le laboratoire, est-ce qu'on peut le sortir du laboratoire? Et souvent, les nanotechnologies font partie de la science-fiction et par conséquent, dans la société, nous avons surtout de la science-fiction sociale. Et après, nous avons toute une série de problèmes généraux sur ces nouvelles technologies émergentes, mais nous avons des aspects spécifiques pour les nanotechnologies, c'est-à-dire dans quelle mesure elles sont petites, invisibles, et aussi les composantes de ces nanotechnologies. Mais j'y reviendrai plus tard. Les aspects éthiques et sociaux, cela fait partie du projet sur le génome humain. Un petit pourcentage du budget sont allés aux sciences sociales et aussi sur la philosophie. Et c'est la même chose qui se produit pour les nanotechnologies, son financement en Europe et aux États-Unis, la recherche sur les cellules souches. Et il s'agit de savoir pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi. Il y a un intérêt dans ces problèmes, mais il y a aussi une certaine prudence de la part de ceux qui financent et des spécialistes des nanotechnologies. On a trop peur d'être déçus. Évidemment, il risque d'y avoir un problème puisque nous sommes au début. Il y a aussi l'impact de la science sociale, de la fiction. Une des raisons de cette prudence, c'est que les gens veulent tirer les enseignements des OGM, surtout dans le domaine agroalimentaire. Et on a refusé d'avoir des aliments OGM dans les magasins. Est-ce que nous risquons d'avoir la même déception pour les nanotechnologies? Si cela s'est produit pour les biotechnologies, cela pourrait se reproduire pour les nanotechnologies. Ce n'est pas ce que je pense moi-même, mais c'est un sentiment répandu dans la communauté des nanoscientifiques. Toutes ces réflexions ont été présentées lors d'une audition du Congrès américain sur la loi portant sur les nanotechnologies du 9 avril 2003 et les politiciens, les membres du Congrès doivent demander le financement d'autres études supplémentaires sociologiques, techniques, afin que les acteurs sociologiques ne considèrent pas les acteurs technologiques comme voulant pousser tout simplement les nanotechnologies. Et les leçons sont importantes car nous avons eu des réactions sociétales à la nourriture, à l'alimentation OGM. Et là, c'est la société tout entière et ce n'est pas simplement les nanotechnologies. Et quelles sont les leçons apprises? En fait, il faudra un engagement plus approfondi du public et aussi un diagnostic plus approfondi. Et donc, vous voyez ici qu'il ne s'agit pas simplement de la situation en France ou ailleurs, c'est aussi la situation dans les supermarchés. Les directeurs de supermarchés
qui doivent jouer leur rôle, participer à la discussion. Cela s'est fait au Royaume-Uni par l'intermédiaire de Sainsbury, qui est un grand magasin au Royaume-Uni. Et par conséquent, il faut mettre l'accent d'une façon différente. C'est une situation beaucoup plus complexe que nous ne pourrions penser. Ce n'est pas simplement être pour ou contre. C'est une complexité, comme je disais, bien plus importante. Et il y a trois aspects qui sont à prendre en considération. Il ne s'agit pas simplement des aspects éthiques, sociaux et juridiques, mais aussi des aspects économiques et environnementaux. Des études plus récentes en Europe et aussi aux États-Unis sur ces aspects de société. Nous essayons d'avoir un comportement plus intégré. De toute façon, je vous ai déjà donné des exemples. Nous avons les promoteurs de la technologie, les énacteurs, les personnes, les groupes qui essayent de faire quelque chose, de réaliser quelque chose avec ces nouvelles technologies. Nous avons les récipients sociétaux, les groupes qui parlent au nom de la société, les ONG par exemple. Nous avons les arbitres et les régulateurs gouvernementaux. Ils ne sont pas pour ou contre, mais ils sont chargés de la réglementation. Et ensuite, vous avez d'autres parties tierces, comme les supermarchés, les sociétés d'assurance. Un exemple que je vous montrerai, c'est la Swiss Re qui a ordonné un rapport sur les nanoparticules et les risques des nanoparticules. Et ensuite, il faut ajouter la société, les structures et les procédés. Mais nous le verrons plus tard. Ici, vous avez Swiss Re, c'est-à-dire une société suisse de réassurance qui a créé le Centre pour le dialogue global. Et l'un des participants a fait une citation importante. Nous avons des publications qui remontent à 2004 où l'on parlait des nanotechnologies, petite taille mais grand impact. Et cela a créé un grand remous. Et je pense qu'il est légitime de discuter des risques des nanoparticules, mais aussi certaines des critiques typiques que l'on pourrait adresser aux nanoparticules, mais il faut comprendre les choses dans leur ensemble, il faut voir l'histoire. Nous avons cette notion globale des risques des nanoparticules. Et de toute façon, les nanoparticules ont l'intérêt, vu leur taille, vu leur échelle, mais donc il faudra voir les risques possibles. N'oublions pas par exemple il y a des risques dans les poumons de franchissement de la barrière sang cerveau. Nous avons un groupe canadien appelé OTC qui a fait des analyses intéressantes et qui propose un moratoire. La réponse des énacteurs, que ce soit pour les techniciens ou ceux qui financent les nanotechnologies. Nous avons Swiss Re qui demande de faire des recherches supplémentaires et ce moratoire qui doit être vu plus comme un progrès et pas un frein. Je disais, Swiss Re qui veut limiter ses risques financiers. Et là, nous voulons tirer les enseignements des problèmes posés par l'amiante et les pertes subies par les sociétés d'assurance ou de réassurance. En fait, ils veulent sauvegarder leurs finances et continuer à être et réduire les risques. Mais étant donné qu'ils ne sont pas des ONG, quelqu'un d'établi au niveau public, en fait, c'était difficile de voir ce qui était légitime ou pas.
ceci est accepté comme quelque chose de réel, qu'il faut étudier ce risque, et ensuite il faudra voir les applications. Je vous ai dit qu'il y aura des changements, des débats, voir en profondeur quelles sont ces sciences et ces technologies. Mais ici, vous voyez la situation dans les universités et aussi tout ce qui va ensemble, les problèmes stratégiques de recherche et développement en Europe. Et aussi, nous avons des nouveaux acteurs comme des associations de patients. Vous voyez, vous avez les différentes couches entre la science et la société, jusqu'à arriver à l'engagement public, les ONG et les consultants qui essayent d'inclure certains aspects sociétaux dans tous ces développements. Conclusion sur cette première partie, je dirais que toutes ces nouvelles technologies émergentes entrent dans ce monde plein de leçons à tirer du passé. Et en fait, elles doivent vivre et survivre. Et le deuxième problème, c'est que les nanosciences sont émergentes et peuvent être pleines de promesses pour les technologies, et je me disais que c'était surtout de la science-fiction, mais comme je vous ai dit aussi, si vous voyez le rôle social, l'impact social, on peut le qualifier de science-fiction sociale. Mais avant d'en parler en détail, j'aimerais vous parler de ce que pensent les nanoscientifiques eux-mêmes, de la magie des nanosciences. Voyons IBM et son site, où vous avez le logo d'IBM, que d'ailleurs Catherine vous a montré. Vous avez le slogan « Travailler pour la magie des technologies de demain ». Et vous avez aussi une citation d'un écrivain de science-fiction. Toute technologie assez avancée et on ne peut pas être distingué de la magie. Oui, c'est peut-être présenté de façon ludique, mais c'est très sérieux. Et là, je voudrais prendre un centre allemand sur les nanotechnologies sur leur site web, et les Allemands sont très sérieux en général. Ils parlent de cette notion justement, et je pense que cela a une résonance dans toute la communauté des nanoscientifiques et des nanotechniciens, donc de cette magie. Les nanotechnologies, c'est un terme général qui couvre toute une variété de technologies, mais leur point commun, c'est la manipulation à la nanoéchelle. Et ainsi, on peut avoir des produits et des processus avec certaines propriétés bien spécifiques. Évidemment, de grandes promesses, mais qui ne sont pas toujours liées au travail qui est en cours, et cela peut rester rhétorique. Évidemment, il y a une différence entre la théorie et la pratique, que vous voyez ici. Des giga-rêves sur l'énergie, les soins personnalisés, l'énergie sans réseau, mais qui ne seront pas toujours faciles à stabiliser, et les nanoréalités. Et ici, vous avez une citation du sous-secrétaire au commerce américain. J'aimerais vous prendre quelques exemples. Ce n'est pas éthique d'essayer d'arrêter le progrès dans les nanotechnologies. Et c'est peut-être biblique ici de dire que cela permet aux aveugles de voir et aux sourds d'entendre. Et si vous prenez toute cette liste, c'est lié
à la projection de ce que l'on peut faire, de changer le monde atome par atome. Et après, à la fin, nous arrivons à l'opportunité d'alléger certaines peines, certaines maladies, les arrêter même. Alors, qu'est-ce qui est éthique et le fait d'arrêter, est-ce que ce n'est pas c'est autre chose que non éthique? Mais nous avons aussi la question qui a été soulevée par Hans Jonas, qui est un philosophe allemand, où il y avait le débat sur l'ADN dans les 70. C'est-à-dire qu'il faut continuer pour alléger les peines dans le monde. Peut-être, mais ce n'est pas un péché de retarder les avantages. Mais peut-être que nous pourrons discuter de tout ceci par la suite. Je ne pense pas que certaines de ces choses vont se produire. En fait, je ne fais que vous reprendre la rhétorique des arguments qui sont présentés sur la magique et le fait d'alléger les souffrances du monde. Les grandes promesses des nanotechnologies. Est-ce que nous pouvons construire les choses comme l'a fait la nature, atome par atome, molécule par molécule? Nous réorganisons le possible. Nous avons vu les Japonais, par exemple, avec leur caractère, mais avec beaucoup d'efforts, nous pouvons peut-être le faire, mais construire, est-ce que c'est possible, atome par atome? Et nous avons aussi le débat, par exemple, sur des droits qui sont gras ou qui sont poisseux. Vous voyez, c'est un peu la différence entre les atomes et les molécules. Si vous voulez bouger quelque chose, il faut l'attacher, mais c'est ensuite pour le ramener. Et peut-être que vos doigts sont trop poisseux pour laisser les atomes là où ils doivent être laissés. Et ensuite, il y a l'auto-organisation induite. C'est une différente façon de faire les choses. Les couches, laisser les particules s'organiser elles-mêmes avec des propriétés intéressantes. Mais comment peut-on savoir que nous avons vraiment la chose que nous recherchons? Ici, ce sont des réalités à la nano-échelle. Et donc, des applications logiques des nanotechnologies. Vous voyez, nous avons de grandes promesses, mais nous en avons d'autres qui sont plus modestes. Et ici, l'Union européenne est peut-être plus modeste que les Américains. En fait, ils parlent de réaliser des choses plus petites et plus rapides, qui est peut-être un autre aspect des nanotechnologies. Nous allons parler aussi de la miniaturisation et comment les nanotechnologies peuvent nous le permettre. Vous voyez un laboratoire, vraiment un micro-laboratoire qui est peut-être réduite pour entrer dans une puce. Vous voyez les canaux et les nanotechnologies permettent une miniaturisation encore supérieure, donc avec beaucoup d'espoir. Vous voyez, par exemple, comment mesurer des gouttelettes, la capture de morceaux d'ADN et dans le fluide, dans l'échantillon, vous avez l'ADN cible qui a été capturé et vous avez à voir la fluorescence ou d'autres méthodes pour voir où se trouvait l'ADN. Ces éprouvettes de capture de l'ADN sont différentes et là vous avez ce qui est normal et ce qui n'est pas normal et qui peut être une tumeur. Et là, nous pouvons peut-être l'utiliser pour le dépistage des cellules cancéreuses. Vous voyez donc le rôle et l'impact de toutes ces technologies.
Donc, nous pouvons les utiliser dans les diagnostics, dans l'administration des médicaments. Tout ceci revêt beaucoup de promesses et peut-être que la promesse est trop grande pour qu'elle se traduise dans les faits. Et de toute façon, il y a déjà des problèmes qui se profilent. Et il est difficile d'être fiable. Il est difficile de prouver que ces choses sont efficaces, surtout s'il n'y a pas d'effet secondaire, ce qui est exigé dans la médecine où on se fonde sur des évidences, sur des preuves. Et pour les applications thérapeutiques les plus importantes, où les nanoparticules sont envoyées sur une tumeur, par exemple, et qu'elle est touchée, la tumeur, de façon sélective, et on peut détruire les tissus tumoraux et s'assurer. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce produit ne lèse pas d'autres tissus également? Comment peut-on être sûr que c'est vraiment sûr? Nous avons les producteurs de biopuces, comme par exemple Philips en Hollande, ont laissé tous ces problèmes de côté en disant que nous verrons par la suite. Et en fait, il faut aller au-delà que ces problèmes de sécurité immédiate. Il faut peut-être élargir un peu le scénario et aller un peu plus loin. Il y a eu un atelier Nano 2 Life en avril 2005. Et dans 2 semaines, vous aurez une présentation sur ce sujet. Vous pourrez poser des questions. Et l'objectif, c'était les défis principaux des nanotechnologies dans le diagnostic, les nouvelles options, les exigences futures, c'est-à-dire où le diagnostic se fait là où sont dispensés les soins. Et vous verrez donc que ces biosciences sont utilisées non dans le laboratoire, mais directement là où est soigné le patient. Et dans cet atelier, on a mis l'accent sur les fonctionnalités et les diagnostics. Ici, nous avons ajouté d'autres problèmes. Par exemple, le rôle du médecin va changer. Les responsabilités vont changer. Ici, en fait, vous aurez des outils qui ne seront pas contrôlés, un peu bricolés individuellement, et on peut se préoccuper de la responsabilité. Qui est responsable? On peut aussi avoir toute une série d'offres de fournisseurs de ces outils qui ne sont pas assez contrôlés, qui d'ailleurs posent problème déjà dans le domaine médical. Tous les concepts vont être changés. Qu'est-ce qui est normal et ce qui est la maladie? On peut peut-être agir même avant qu'il y ait des symptômes. Et ensuite, est-ce qu'on peut tenir compte de tous ces éléments au début même du développement de ces nanotechnologies? Est-ce qu'on peut être assez précis sur ces impacts et ensuite s'en servir pour la prise de décision? Et ainsi, espérons que les choses iront mieux à l'avenir si nous sommes assez critiques et prudents. Pour les problèmes de fond, il y a l'éthique. Nous avons un conseil d'éthique qui s'occupe de ces problèmes. Et ici, en résumé, vous avez les problèmes, c'est-à-dire le fossé entre les promesses et les réalisations. Souvent, on pense que peut-être il ne faut pas le faire, peut-être qu'il y aura des problèmes.
ces nouveaux diagnostics qui peuvent être disponibles nous permettent d'anticiper, de dépister, et alors nous avons le problème de la prévention possible. Mais s'il n'y a pas de traitement, est-ce que nous devons faire le diagnostic? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux ignorer quelque chose que nous ne pouvons pas soigner? Et le problème essentiel, c'est jusqu'où pouvons-nous aller dans l'intervention? Aux États-Unis, on parle de la promotion humaine. Et donc, l'idéal d'un être humain heureux, en bonne santé, est-ce que nous arriverons à ce stade? Il y aura des limites de santé, des limites de toutes sortes. Et donc, il y a une critique de cette attitude. Et on va même plus loin dans toute cette rhétorique, c'est-à-dire que l'on soit meilleur que les êtres humains actuels, c'est-à-dire avec des greffes, la réparation des tissus. Et là, nous nous posons la question de ce qu'est un être humain. Il faudrait peut-être préciser tous ces problèmes et essayer de trouver un lien avec des développements plus concrets. En fait, ces problèmes sont très généraux et qui ne s'appliquent pas nécessairement uniquement aux nanosciences. En fait, on peut en discuter indépendamment des nanotechnologies, mais les nanotechnologies nous permettent d'étudier ces problèmes qui sont pressants. Et on peut aussi se demander ce qui est spécifique aux nanotechnologies. Et nous arrivons à un troisième problème. Ce qui est important pour les nanotechnologies, elles permettent le développement, mais en fait, c'est une composante d'un tout plus important. Et quels que soient les impacts, il y a c'est assimilé à d'autres systèmes, à d'autres applications. Nous avons beaucoup d'ambivalence dans les nanotechnologies et nous en avons déjà beaucoup parlé. Je vais vous les résumer. En fait, il s'agit, c'est la taille qui a son importance, mais cela peut aussi créer des dangers. Nous sommes au niveau des constituants invisibles. On peut induire l'auto-organisation, mais on ne peut pas prédire les effets de façon trop précise maintenant. Certains ont des scénarios très sombres sur les nanorobots, par exemple, qui prendraient le contrôle. En fait, il faut penser sur ces effets imprévisibles. Dexler et Jean-Pierre Dupuis disent que les nanoscientifiques et les nanotechniciens sont des apprentis sorciers. Et c'est peut-être là la magie de ces nanotechnologies. Et je pense que dans le dernier cycle de vos tables rondes, vous allez parler de ces aspects. Vous voyez que les nanotechnologies qui sont invisibles en tant que composants nous amènent à d'autres considérations. Nano Inside, tous ces aspects intéressants, les vitres auto-nettoyants, les ordinateurs portables qui peuvent se réparer tout seuls alors que vous n'avez qu'à attendre. Donc, Nano Inside, c'est possible. Certaines de ces applications existent déjà. C'est une technologie invisible. Et il ne s'agit pas simplement de nanotechnologie. Intel, qui fabrique la technologie des portables,
justement, parle d'Intel Inside. Et sur les ordinateurs portables, sur tous les ordinateurs portables, vous pouvez voir Intel Inside. Donc, c'est Nano Inside pour pousser les promesses des nanotechnologies. Mais on pourrait aussi parler de cellules souches inside à l'intérieur. Mais là, nous pourrions avoir des controverses comme tout ça, les OGM dans l'alimentation. Et ici, la chose importante, c'est que si les matériaux et les composants font leur travail, mais leur agence ne peut pas être retracée en tant que telle, alors nous pourrons peut-être avoir des problèmes imprévisibles. Et aussi, l'ambivalence de cette idée de nano inside peut être importante. Est-ce que les nanotechnologies peuvent être partout maintenant? Mais qu'est-ce qui peut se passer sous ce terme générique de nanotechnologie? Un problème qui va se poser à un point peut être transféré et projeté sur d'autres points. Et donc, si ce label nano peut être général, à ce moment-là, c'est difficile de se défendre s'il y a un problème quelque part. Et vous voyez que certaines sociétés maintenant ont fait un pas en arrière et ne parlent plus de nanotechnologie, comme L'Oréal par exemple. Vous l'avez vu dans la présentation de Catherine. Et si vous voyez les brevets sur les nanos, certes, ils parlent de nano un peu dans leur publicité, mais d'autres l'ont oublié. Ils parlent de molécules innovantes, ce qui n'a pas beaucoup de sens, n'a pas de sens. En fait, on est prudent. En fait, j'essaie d'anticiper sur des réactions du public possibles et aussi la possibilité d'un engagement plus fort de la part du public. Et nous avons des focus groups et des études et on voit qu'il y a un certain intérêt sur le développement des nanotechnologies, mais pas de sentiment fort, ni pour ni contre. Les OGM ont soulevé ce problème. Nous avons un débat en cours, mais cela n'a pas modifié de beaucoup le point de vue du public. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, tout ceci est en cours. En France, la discussion va commencer. Aux Pays-Bas, cela a un peu commencé. Mais les acteurs en matière de technologie sont préoccupés d'une attitude négative qui pourrait venir du public, où le public pourrait dire que le public puisse devenir nanophobique. Donc, que le public ait peur des nanotechnologies. Mais ce n'est pas le public qui a ce symptôme de phobie. En fait, ce sont les acteurs qui ont cette phobie. Et il s'est produit, et il se produit que Krypton, qui donc connaît bien les nanotechnologies, en fait, les gens sont très préoccupés au sujet de ces nouveautés. Il a écrit sur les nanotechnologies et dans une partie du rapport, on réfute toutes les erreurs de la science. Car cela ne va aider personne. Personne ne va lire. En fait, ici, il s'agit simplement d'un roman.
Et les nanotechnologies, c'est important de prévenir justement les préoccupations du public, c'est-à-dire éliminer tous ces aspects négatifs pour éviter toute phobie. Et vous avez trois possibilités après avoir lu Crichton, ceux qui sont plus négatifs, ceux qui sont neutres et ceux qui sont plus positifs. Lorsque je l'ai demandé à une assistance, j'ai demandé de lever la main. 80% répondaient A, donc plus négatif, 10%, 15% étaient neutres et peu de personnes étaient, comme moi, étaient plus positives. Car l'étude qui a été faite avec des gens qui avaient lu ou n'avaient pas lu le roman de Crichton, 60% étaient positifs sur les nanotechnologies avant et moins après, et plus après. Et donc, vous comprendrez en lisant le roman. Ensuite, vous avez le dialogue. Des jurys de citoyens, comme cela s'est fait au Royaume-Uni récemment, un nano-jury qui a été sponsorisé par le Guardian, les ONG, Greenpeace au Royaume-Uni, qui est très intéressé, et le centre de nanosciences de Cambridge. Et ici, il s'agit, c'est un exercice symbolique, ou est-ce qu'il y a d'autres impacts? En fait, je ne fais que poser la question et je n'y réponds pas. Et pour conclure, je dirais que nous avons trois problèmes. Il ne s'agit pas simplement d'ELSA, mais aussi les aspects économiques et d'environnement deviendront plus importants. Certes, il faudra en tenir compte à cause des pressions extérieures, mais aussi des changements de notre monde, même dans le monde scientifique. Il faudra tenir compte de cet aspect ELSA. Et ensuite, nous avons le deuxième problème, c'est-à-dire toute cette exagération et la science-fiction sociale et le risque d'être déçus. Et je pense que certains secteurs dans les nanotechnologies ne vont pas produire beaucoup d'effets et donc il risque d'y avoir une certaine déception. Et aussi, nous avons certains problèmes. Par exemple, les nanotubes que l'on utilisait ou les nanotubes au carbone. Et ensuite, nous avons les nanotechnologies invisibles et la société civile. Nous avons parlé des ONG, de Greenpeace. Et de toute façon, là, les nanoacteurs sont en train de comprendre, même avec une certaine réticence, ce qu'est vraiment la société.